Je me suis dit que c'est tout simplement parce que chaque personne donne ce qu'elle a et transmet qui elle est, depuis sa condition spirituelle, intellectuelle, socioculturelle, socio-économique ou socio-clinique. Alors, j'aimerais parler de la source de cette négligence, qui en une phrase serait le manque de développement personnel chez les responsables de l'enfant. Un enfant, on l'a entendu tout à l'heure, un enfant négligé dans son développement est le produit de l'éducation des parents également négligés dans leur développement. J'ai intitulé cette présentation « De la négligence vers le développement personnel dans la parentalité ». Certains parents se trouvent dans la parentalité par hasard, d'autres par obligation, d'autres pour satisfaire certains paradigmes, d'autres par choix. Quoi qu'il en soit, les parents se trouvent sur le terrain de la parentalité sans réellement savoir à quoi elle va ressembler. Et attention, sans possibilité de revenir en arrière. Les parents deviennent parents à vie et non jusqu'à la majorité de l'enfant. Ce qui rend la parentalité si défiante est la relation humaine. Je crois que nous savons tous à quel point la relation humaine est compliquée, n'est-ce pas? La parentalité est justement un développement relationnel constant et à vie. Au cours du voyage de la parentalité, les parents devront ajuster sa parentalité en fonction du temps, de la saison et du cycle de la vie familiale. Je développe ce principe dans mon ouvrage « Ta singularité et ta force ». Donc, pour passer de la négligence au développement personnel dans la parentalité, je propose 4 éléments. Conscience de soi, attitude parentale constructive, environnement familial constructif et stratégie. Nous allons développer le premier élément. La confiance de soi. James Russell Lowell a dit que personne ne peut réaliser de grandes choses s'il n'est pas tout à fait sincère vis-à-vis de lui-même. Il y a 3 points importants dont il faut tenir compte lorsqu'on développe la conscience de soi dans une parentalité saine. La personnalité, la distinction parent-ami, la communication saine avec l'enfant. Je vais commencer par la personnalité. En 1921, Carl Jung a développé la théorie des types psychologiques et a identifié que les comportements d'un individu peuvent être examinés selon 4 angles distincts. La pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. En 1928, le docteur William Marston a défini sa théorie DISC qui fut publiée dans son livre Emotions of Normal People. Sa théorie DISC a identifié que bien que chacun de nous soit une combinaison des 4 styles de comportement, nous pouvons relier notre personnalité à un style principal comportant les 3 autres styles à des degrés divers: dominant, influent, stable et conforme. Par exemple, la méthode DISC est utilisée par l'armée de l'air américaine pour sélectionner ses officiers et plus particulièrement les pilotes. Des entreprises l'utilisent pour le recrutement et la promotion des cadres. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà fait un état des lieux, quel que soit d'une maison, d'une voiture, peu importe? Oui? Très bien, merci. Un état des lieux constitue un point de départ de quelque chose, n'est-ce pas? Si on veut changer la peinture d'une chambre, on va d'abord constater son état actuel, car les changements à opérer vont dépendre de ce point de départ. Eh bien, le même processus s'applique à la
doit faire un état des lieux de sa personnalité. Les parents doivent se connaître et avoir conscience de ses forces et de ses limites. Parce que c'est le cœur, justement, de la personnalité. Les parents doivent avoir conscience de ses valeurs étant que parents, mais aussi étant que famille. Parce que les échanges qu'il va avoir avec son enfant va construire un sac à dos invisible dans lequel tous ces échanges vont être stockés sur l'enfant, dans le sac qui porte l'enfant. Et d'une manière ou d'une autre, ça va influencer la vie de l'enfant de manière positive ou pas. Quand nous parlons de conscience de soi et de personnalité, nous devons être éveillés sur qui nous sommes. Si les parents désirent un changement, il doit être conscient qu'il devra se connaître, accepter ce qu'il a, qui il est et sa situation en matière de développement personnel avant de pouvoir commencer à bâtir. Lorsque le parent a été négligent, les conséquences de cette négligence seront pressantes et inévitables. Donc, quoi faire? J'ai deux propositions. S'accepter et commencer à bâtir. Concrètement, les parents doivent étudier qui il est. Quel est son style de personnalité dominante? Quelles sont ses forces et ses limites? Quels sont ses talents? Quelle est sa force créative? Finalement, la conscience de soi consiste à retirer les filtres vis-à-vis de soi. Les questions les plus récurrentes que j'ai eu à traiter sont les suivantes. Est-ce que je ne dois pas me mettre en colère avec mon enfant? Est-ce que mon enfant ne doit pas me voir pleurer? Est-ce que je ne dois pas trop protéger mon enfant? Vous remarquerez que ces questions ont un élément commun, les émotions. Quand nous parlons de conscience de soi, d'être honnête vis-à-vis de soi, il ne s'agit pas seulement de prendre conscience de sa personnalité, mais aussi d'apprendre à vivre toutes les émotions de manière appropriée, afin de communiquer avec son enfant dans le cadre d'une parentalité saine. Selon les niveaux de développement personnel de chacun, nous avons une intelligence émotionnelle plus ou moins développée. Donc, si on résume ces trois dernières questions seule, la question serait comment dois-je communiquer avec mon enfant si je suis sincère vis-à-vis de moi-même? Si je suis en colère, si je suis déçue, ou est-ce que je dois toujours donner cette image à mon enfant de parents courageux, de parents qui savent tout faire, de parents qui connaissent tout, de parents qui ne se trompent jamais, de parents qui ont toujours des solutions? Mais avant de développer les sujets de la communication saine avec l'enfant, nous allons d'abord aborder, je ne sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas, nous allons parler de la distinction parents-amis. Dans la communication entre les parents et l'enfant, il y a une confusion pouvant développer et occasionner des conséquences néfastes. Voici une question délicate. Qu'est-ce que je ne peux pas communiquer à mon enfant? Est-ce que je ne dois pas lui dire que ça ne va pas fort financièrement dans le foyer? Qu'est-ce que je dois finalement communiquer avec lui? Qu'est-ce que je peux communiquer? Qu'est-ce que je ne peux pas communiquer avec lui? La sociologie enseigne que l'être humain ne peut pas être isolé et ne peut pas se développer seul. L'existence et le rôle miroir attestent de la nécessité de l'interaction avec autrui dans le processus d'apprentissage. Les enfants en bas âge sollicitent souvent l'assistance des parents. En grandissant, leurs besoins physiques et affectifs changent.
Cependant, de manière inconsciente ou pas, leur psychisme encourage cette disposition à être attiré vers les parents, à chercher son attention. Ce phénomène est également présent dans les relations parents-enfants malsaines, où même s'il s'agit de se disputer, l'enfant, l'adolescent ou l'enfant adulte souhaite garder un lien avec le parent. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, les parents passent toute sa vie, une grande partie de son temps avec l'enfant, l'adolescent ou l'enfant adulte. Ces constats signifient que les neurones miroirs des parents interagissent une grande partie de la vie avec les neurones miroirs de l'enfant. La logique amène à dire que quand je suis avec mon fils ou ma fille, il ou elle se développe, mais moi aussi je me développe en tant que parent. Je développe beaucoup de choses, la patience et autres. Mais dans ce développement mutuel inhérent à la parentalité, les plus importants, les points à ne pas négliger est la distension parent-ami dans la relation avec l'enfant. Le parent n'est pas l'ami de son enfant. Et là, un peu de patience, ne me regarde pas avec de gros yeux, je vais clarifier ce point. Le parent n'est pas l'ami de son enfant. Le parent est parent. Et ce rôle lui octroie des droits et devoirs légaux qui sont incompatibles avec le rôle d'un ami. Le parent a une autorité intrinsèque qui n'a pas l'ami. Quand le parent se positionne moi comme parent que comme ami, le chaos et la confusion relationnelle s'installent et la communication saine devient très difficile ou inexistante. Les parents éduquent, disciplinent, corrigent, guident, protègent. Les parents doivent avoir un comportement et placer des actions cohérentes alignées avec ses rôles de parents. Quand le parent sait qui il est en ayant conscience de sa personnalité et de son rôle de parent, l'enfant prend naturellement conscience de son rôle puisqu'il n'y a pas un autre rôle disponible pour lui que celui de l'enfant. En discutant avec une amie pédopsychiatre, elle me disait que ceci est comme dans la fratrie. Si le premier enfant est très sage, alors le deuxième sera un peu turbulent, puisque la place de sage est déjà occupée. C'est pour cette raison que dans une fratrie de 3 enfants, le troisième enfant a un peu plus de mal à trouver sa place. En fait, une des grandes peurs des parents est de dégrader leur relation avec leurs enfants à travers leur interaction avec eux quand ils assument complètement leurs droits et leurs devoirs de parents. Il n'y a plus ni discipline, ni correction, ni surveillance. Et j'aimerais prendre quelques instants pour clarifier ces points. Parce que quand j'étais en train de préparer mon intervention et j'ai échangé avec une amie, elle m'a dit « Waouh, moi j'ai envie d'être l'amie de mon enfant. Toi, tu ne vas pas te faire des amis dans ton audience. » Bien, donc j'aimerais vraiment clarifier ce point. Il y a le parent, il y a ses rôles de parent. Et ce qui rend le rôle de parent si unique, c'est cette autorité intrinsèque qu'on trouve nulle part ailleurs. Quand on parle d'un parent qui veut être l'ami de son enfant, et surtout pour garder une proximité avec son enfant. Je veux être l'ami de mon enfant parce que je veux être proche avec mon enfant. Je veux qu'il puisse s'exprimer librement avec moi. Je veux être proche avec mon enfant. Sauf que cette autorité intrinsèque liée au rôle de parent met déjà par défaut une proximité avec l'enfant. Quand on entend dire « je ne suis pas proche de mes parents », c'est
n'est pas qu'on n'est pas proche des parents, c'est que cette proximité a été polluée, elle a été brisée. Parce que toute notre vie, même si on a des relations en mauvaise santé avec nos parents, il y aura toujours cette attache émotionnelle avec les parents. Donc, selon cette idée erronée, je veux être l'ami de mon enfant parce que cela me rend plus proche de mon enfant. En fait, si je suis réellement, si je prends mon rôle de parent, cela ne m'empêche pas d'être proche de mon enfant. Parce que de cette autorité intrinsèque découle cette proximité par défaut. Est-ce que c'est plus clair? Bien, je le dirai à mon ami. Bien, maintenant, nous rentrons alors dans le domaine de la communication, plus précisément la communication saine et constructive avec l'enfant. Parce que communiquer, oui, communication saine, ok, mais communiquer pour construire, c'est autre chose. À l'instar de profils de personnalité, il existe plusieurs méthodes de communication. Personnellement, je m'appuie en premier lieu sur le profil de personnalité du parent, car chaque style de communication est lié à un profil de personnalité propre. Ensuite, j'utilise le modèle OSBD. Un processus de communication saine part de la personnalité du parent et suit les 4 étapes proposées par le modèle OSBD, ou vous pouvez utiliser d'autres modèles. Le modèle OSBD, il s'agit d'observer, observation, sentiment, besoin et demande. Observer, sentir, identifier le besoin et agir doit devenir le modèle d'interaction entre les parents et l'enfant, quel que soit le sujet. L'objectif est de créer une zone de sécurité. Je crois que nous aimons tous échanger quand nous sommes dans une zone de sécurité. Donc l'objectif est de créer une zone de sécurité où l'enfant puisse s'exprimer librement tout en respectant sa personnalité et que le parent aussi puisse s'exprimer tout librement en respectant sa personnalité. Cette zone de sécurité et de repos créée par les parents constitue un cadre favorable à la édification d'une communication fluide et saine entre les parents et l'enfant. Les parents peuvent éduquer son enfant avec conviction et avec authenticité tout en respectant la personnalité de l'enfant. Les parents étant le principal orateur dans la vie de son enfant, il doit développer cette compétence s'il souhaite influencer la vie de son enfant. Il faut comprendre que l'art de la communication ne consiste pas à transmettre de l'information, mais consiste à réussir à connecter avec son interlocuteur. Tout à l'heure, Madame Garrett a passé une vidéo et nous avions discuté autour de cette vidéo. Et il y avait dans l'environnement une espèce de connexion entre les personnes qui étaient dans la vidéo, n'est-ce pas? Vous l'avez remarqué. Donc, dans la communication saine avec l'enfant, c'est de ça dont il s'agit, de connecter. Transmettre une information et demander à l'enfant de l'obéir n'est pas une solution de communication pertinente. Les parents doivent apprendre à l'enfant à réfléchir et à analyser sur ce qu'autrui lui demande de faire. Je développe une méthode de réflexion dans mon ouvrage « La puissance de la réflexion ». Si l'interaction avec l'enfant se base exclusivement sur les principes information, obéissance, l'enfant deviendra quelqu'un d'obéissant, mais ça va développer en lui une fragilité parce qu'il va obéir à tout le monde.
donc il va être tiré par tous les sens, il faut obéir, donc on obéit tout et n'importe quoi. Donc ça va rendre l'enfant manipulable. Il faut prendre conscience que dans la communication parentale, l'enfant a besoin d'entendre mon cœur bien avant le contenu. C'est mon cœur qui va les développer et tant que personne. Le contenu, il est disponible sur Internet. On tape sur ce qu'on veut, on a l'information. Par contre, les messages d'un parent, les messages qu'un parent a pour son enfant, ils se trouvent uniquement dans cet endroit. Vous pouvez aller taper quel est le message que ma maman a pour moi sur Internet, vous ne trouverez pas. En substance, les parents ne doivent pas se limiter à transmettre une information, un contenu, mais ils doivent communiquer avec son cœur. Voici 4 questions que les parents peuvent se poser pour encadrer l'interaction avec l'enfant afin de connecter avec celui-ci. Qu'est-ce que je veux que mon enfant voit? Qu'est-ce que je veux que mon enfant sache? Qu'est-ce que je veux que mon enfant ressente? Qu'est-ce que je veux que mon enfant fasse? L'enfant peut oublier ce que les parents lui ont dit, mais il n'oubliera pas ce qu'il a ressenti. L'enfant n'oubliera pas ce que le parent lui a donné, ce que le parent lui a communiqué, ce que le parent lui a transmis émotionnellement. Les parents doivent être intentionnels dans la communication avec l'enfant. Il s'agit de l'élément numéro 2, attitude parentale constructive, où je vais parler de l'intentionnalité parentale et des voiliers des valeurs. Une des biographies qui m'inspire profondément est celle du psychiatre Boris Cyrulnik. Vous le connaissez? Est-ce que quelqu'un le connaît en personne? Non? J'aimerais le rencontrer, ce monsieur. Cyrulnik n'a pas choisi son métier par hasard. Cyrulnik a fait le choix d'être intentionnel et d'aligner son vécu, son talent et sa capacité avec une mission de vie. L'intentionnalité, c'est vivre de manière planifiée et réfléchie, tout en étant suffisamment souple pour changer de stratégie sans changer d'objectif, de rêve, de projet. Appliquer l'intentionnalité dans la parentalité est un défi si les parents ne mettent pas en place un cadre de croissance pour lui, pour son foyer et pour l'enfant. Les parents possèdent tous un environnement rempli de personnes bien intentionnées qui souhaitent les conseiller. Il existe également des dizaines de théories, de méthodes et de philosophies pour développer l'enfant. Cependant, avant de bâtir, les parents doivent savoir clairement ce qu'ils souhaitent bâtir. Dans l'ensemble, je me suis perdue dans mes notes. Je me suis déconnectée de moi-même. Alors oui, donc je parlais de croissance, un cadre de croissance pour lui, pour son foyer et pour l'enfant. Donc, il doit établir un cadre de croissance pour lui, pour les foyers et pour l'enfant, afin de clarifier sa vision, afin de clarifier où j'y vais, et donc système, et donc organisation, où j'amène ma famille. Et ces cadres, je l'appelle les voiliers des valeurs. Le dictionnaire Larousse définit les valeurs comme ce qui est poussé comme vrai depuis un point de vue personnel ou selon les critères d'un système. Je développe cette notion dans mon ouvrage « Une vie remplie de sens ». Donc, avant d'appliquer l'intentionnalité dans la parentalité, les parents doivent définir précisément son voilier des valeurs. Au cours de mes séances, les parents construisent leur voilier des valeurs grâce à un jeu de cartes spécifiques sur les valeurs que je fais avec eux. Dans mon cas personnel, une de mes valeurs fondamentales est la famille.
Donc j'ai construit ma vie, mon quotidien, mon agenda, mes rêves, tout en fonction de cette valeur. En fait, les voiliers des valeurs nous rappellent qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et quand la pollution externe vous touche, ce sont les valeurs qui viennent nous remettre dans les rails. J'ai construit un petit voilier de valeurs avec mes enfants. Il est dans mon stand, si vous voulez passer le voir tout à l'heure. Donc, lorsque le parent dispose de son voilier de valeurs, il sait ce qu'il peut accepter et ce qu'il doit refuser. Il connaît les méthodes à appliquer et les méthodes à rejeter, les conseils à suivre et les conseils à éviter. Et ce n'est pas parce qu'un tel conseil soit pas bon, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas aligné à ses valeurs. Si j'aimerais me rendre aux États-Unis et que Madame Garrett me propose un avion et Linette me propose un vélo, eh bien je vais prendre l'avion. Ce n'est pas parce que le vélo n'est pas bon. Donc là, le parent va commencer sa transition de la croissance à sa dose vers la croissance intentionnelle, dans laquelle l'intentionnalité pourra être introduite dans sa parentalité de manière à installer une communication assertive avec son environnement. Nous avons un rôle envers nos enfants, un rôle que nous ne pouvons pas négliger. Nous avons le rôle d'éduquer notre enfant dans le sens large du terme, pas jusqu'au premier niveau de la pyramide de Maslow. D'où l'importance de la conscience de soi dans la parentalité. Si le parent sait qui il est et donc est parent et qu'il introduit l'intentionnalité dans son rôle de parent, ces outils vont l'aider à agir, à prévenir et à corriger la négligence dans le développement de son enfant. Le parent doit être intentionnel et guider son enfant. Si le parent n'est pas intentionnel et ne guide pas l'enfant à concevoir son propre plan de vie, il y aura de fortes chances que l'enfant suive le plan de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on a prévu pour lui? Pas grand-chose. Chacun est déjà suffisamment occupé à gérer sa propre vie. Le cœur de l'intentionnalité dans la parentalité est la planification à long terme du développement de l'enfant. Une planification encadrée par les voiliers des valeurs. Une planification encadrée par nos valeurs. Les valeurs que nous avons choisies pour conduire notre vie, pour porter nos projets. Chacun est unique et il n'y a pas de méthode conduisant systématiquement à la réussite. Et je ne crois pas qu'un parent néglige le développement de son enfant de manière intentionnelle. Chaque parent fait du mieux qu'il peut depuis son niveau de conscience, depuis son niveau de développement personnel. Cependant, il y a une prise de conscience qui doit réellement être faite afin d'améliorer la parentalité. Et pour pouvoir s'améliorer, nous avons besoin d'une remise en question permanente. Nous avons besoin d'être des parents qui sont des élèves éternels, qui sont toujours dans un apprentissage. Pour m'améliorer, voici le chemin que j'emprunte. Fais le mieux que tu peux, commets des erreurs, oui, commets des erreurs. Par contre, apprends de celles-ci. Améliore-toi et continue d'avancer. La croissance intentionnelle est difficile et la vie d'un parent est défiante. Pour relever ces défis, le parent a besoin d'un environnement approprié. C'est l'élément numéro 3, l'environnement familial constructif. L'environnement dans la parentalité est vital, pour l'enfant bien entendu, mais aussi pour les parents. J'ai dit précédemment que je souhaitais parler de la source de la négligence dans le développement de l'enfant. Dans ce cadre, j'aborderai l'élément de l'environnement spécifique chez les parents. Je dis également que nous donnons
sur ce que nous savons et que nous transmettons qui nous sommes. Donc le développement se produit dans un environnement favorable. Je parle de développement et pas de changement. Les parents peuvent changer sans se développer tout comme l'enfant. Le frère de mon mari, il a 38 ans et il a changé depuis son enfance. Cependant, son développement fut limité parce qu'il est porteur d'un handicap. Donc un parent peut donc changer, mais ce changement n'est pas synonyme de développement. Les changements produits par le développement viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une espèce de nouvelle nature qui se crée. Quand un tel développement se produit, le changement en lui est durable, car la personne concernée ne se trouve plus dans une croissance hasardeuse, mais dans une croissance intentionnelle. Et lorsque la personne se développe avec pleine conscience de ses forces et de ses limites, la croissance intentionnelle devient permanente. Quand les parents ont pris conscience de qui il est et qu'il commence à vivre une vie intentionnelle, il va devoir intentionnellement évaluer son environnement actuel. Dans ce domaine, les parents doivent prendre conscience de qu'est-ce que c'est un environnement de croissance, savoir l'identifier pour pouvoir se diriger progressivement vers cette direction. Donc, qu'est-ce que c'est un environnement de croissance? Quand nous sommes dans un environnement de croissance, le défi est permanent. Car nous sommes dans un apprentissage constant. Quand nous sommes dans un environnement de croissance, l'atmosphère est caractérisée par l'encouragement. C'est-à-dire que quand nous commettons une erreur, nous n'allons pas entendre quelqu'un dire « je te l'avais dit ». Mais plutôt, nous allons entendre « que pouvons-nous faire différemment ?» Quand nous sommes dans un environnement de croissance, l'échec n'est pas un ennemi, il est juste l'indicateur de la route à ne pas suivre et nous signale de nous diriger par là plutôt que par là. Quand nous sommes dans un environnement de croissance, ceux qui nous entourent sont aussi en pleine croissance, avec un désir constant d'amélioration. Lorsque les parents ont conscience de qu'est-ce que c'est un environnement de croissance, le prochain pas est de se diriger dans cette direction. Sur les chemins de la croissance, nous devons constamment faire le ménage dans notre environnement. Nous devons constamment identifier qui et quoi nous tire vers le haut et qui et quoi nous tire vers le bas. Il ne s'agit pas seulement de prendre conscience, mais d'agir. Nous communiquons avec tous nos sens. Nous réceptionnons et nous envoyons l'information avec tous nos sens. Quand un parent avance en direction d'un environnement de croissance, il doit évaluer sur ce qu'il fait rentrer en lui à travers tous ses sens. Une des questions pouvant aider les parents dans cette évaluation est quelle émotion produit en moi cette fréquentation, sur ce que je regarde, sur ce que j'écoute, etc. La musique, les jeux de société, les programmes télévisés, les livres. Les fréquentations véhiculent un message et produisent des émotions et des pensées qui vont ensuite générer un comportement chez la personne. Et mon comportement matérialisé par des actions va créer soit un environnement de pollution, soit un environnement créant une différence significative dans la vie de ceux qui m'entourent, dont mon enfant. Quoi qu'il soit, nous sommes tous touchés par l'environnement. Donc, comment effectuer ces changements? Si les parents essayent de changer au niveau de sa personne, mais pas au niveau de son environnement, la croissance sera lente et difficile. S'il décide de changer d'environnement sans procéder à un changement au niveau de sa personne, la croissance sera lente et moins difficile. Si les parents décident de changer d'environnement et procèdent à des réformes personnelles, la croissance sera plus rapide et efficace. Le plus difficile dans cette étape du processus de croissance est que les parents vont devoir s'éloigner et dans certains cas, couper les ponts avec des personnes avec lesquelles il a une attache émotionnelle.
Quoi qu'il en soit, les parents en question peuvent assister à des conférences et faire toutes les thérapies à sa disposition. Mais s'il n'est pas dans un environnement propice pour guérir, pour grandir, pour devenir meilleur, alors il n'arrivera jamais. Il faut être honnête. Le développement personnel est douloureux et désagréable. Et c'est pour cela que peu le pratiquent. Il faut faire de cette zone d'inconfort, la faire devenir notre zone de confort. Cette zone de croissance, nous devons apprendre à rester le plus longtemps possible dans cette zone de croissance, qui en général c'est la zone d'inconfort. On est inconfortable quand on est en train de se développer. Il y a un certain confort. Donc on se rééduque pour devenir plus, on se rééduque pour devenir meilleur, on se rééduque pour faire une différence significative dans nos vies, mais aussi dans notre environnement. Et quand chacun a cette attitude d'amélioration, notre monde devient plus agréable, notre équipe devient plus agréable, notre système devient plus agréable. Cependant, pour y arriver à matérialiser tout ce que je viens de dire, nous avons besoin de stratégies. C'est l'objet de mon dernier élément, les stratégies en matière de parentalité. Pour que les parents puissent optimiser son développement, il est essentiel qu'il élabore des stratégies appuyées sur des méthodes, telles que créer un plan d'action de développement personnel. La plupart des réalisations dans la vie sont plus facilement accessibles avec une stratégie. Un parent doit savoir quelles sont les méthodes efficaces pour lui. Et ces méthodes doivent prendre compte la vision de l'ensemble, la vision de son système, dont le voilier des valeurs. Chaque famille est différente et les méthodes qui marchent pour moi seront peut-être pas les méthodes qui fonctionnent pour vous. Ceci est lié à l'authenticité qui porte chaque famille. Les parents ne doivent pas rentrer dans une espèce d'industrialisation parentale. Pour moi, les 8 premières années dans la vie de l'être humain sont cruciales pour le reste de son existence. C'est pour cette raison que je tenais absolument à protéger de manière spéciale les 8 premières années de vie de mes enfants. Et donc, dans cette perspective, nous avons choisi, mon mari et moi, d'instruire nos enfants à la maison. Cependant, ce n'est pas la seule méthode pour protéger de manière spéciale les 8 premières années de vie de son enfant. Mais la méthode que mon mari et moi avons choisie était cohérente et alignée avec notre vision d'ensemble et avec notre voilier des valeurs. J'accompagnais une maman qui était en permanence à la recherche des méthodes. Elle s'efforçait de les suivre, mais au bout d'un certain temps, elle arrêtait. Par exemple, elle disait qu'elle voulait lire 20 pages d'un livre par jour pour s'instruire, mais elle n'aimait pas lire. Donc, elle appliquait différentes méthodes pour y essayer d'y arriver. Elle n'arrivait pas, ça l'a découragée, elle tombait dans un cycle de découragement. Mais j'aime travailler avec les forces et les limites de chacun. Alors, je lui ai proposé d'autres stratégies pour s'instruire, des stratégies alignées et cohérentes à ses forces et à ses limites dans sa saison. Finalement, elle a commencé à écouter des livres audio. Même si depuis un point de vue neuroscientifique, la lecture d'un livre est plus bénéfique pour la santé qu'un livre audio, cette maman à ce moment-là n'était pas dans la capacité émotionnelle ni mentale de lire des livres. Le plus joli de l'histoire, c'est que depuis 1 an et demi, elle lit des livres. Tout ceci pour expliquer qu'il n'existait pas une stratégie ou une méthode unique pour tous les parents. Donc, je ne vous donnerai pas la méthode. Alors, la même amie qui m'a fait la remarque pour le point la distinction parent-ami, elle m'a dit « Ah oui, eh bien décidément, tu ne vas pas te faire des amis dans ton audience. Tu parles des méthodes et tu ne vas pas donner la méthode. » Bien. Ce qui est important, c'est vraiment d'encourager chaque famille
à trouver la méthode qui fonctionne pour elle, la méthode qui est alignée à elle, à ses valeurs. Des méthodes alignées et en cohérence avec les forces et les limites du parent permet aux parents ordinaires de devenir des parents extraordinaires. J'aime me poser cette question. Quel est cet extra qui peut te faire devenir aujourd'hui un parent extraordinaire? Finalement, les parents, on va dire extraordinaires, ou une personne extraordinaire, on peut dire que ça n'existait pas, c'est un idéal, mais finalement, ce sont juste des personnes ordinaires. On essaye de faire de notre mieux. On est juste des personnes ordinaires, qu'on essaye de faire des petits extras pour donner le mieux qu'on peut dans notre saison. Les parents ont besoin de développer des méthodes qui fonctionnent pour lui, dans sa saison, dans son temps et dans son cycle de vie familiale. Les parents doivent apprendre à connecter et créer une cohésion dans son système. Et justement, cet après-midi, nous ferons un jeu de société qui aide à créer un environnement de cohésion qui s'appelle le jeu de leadership. Et donc, les parents, nous dirigeons et chaque enfant doit être dirigé de manière appropriée. Nous avons vu 4 éléments permettant d'évoluer de la négligence vers le développement personnel dans la parentalité. Dans le premier élément, la conscience de soi, nous avons vu la personnalité, l'importance de connaître ses forces et ses limites en tant que parent. Dans la distinction parent-ami, je suis restée focalisée sur l'importance du rôle d'un parent. Dans la communication saine avec l'enfant, le point clé était la connexion avec l'enfant. Dans le deuxième élément, je suis restée focalisée sur l'importance de vivre intentionnellement dans le cadre d'un voilier des valeurs. Et dans le troisième élément, l'idée principale est d'identifier son environnement, identifier l'environnement de croissance, savoir identifier un environnement de croissance pour pouvoir s'y rendre vers cet environnement de croissance. Et dans notre quatrième et dernier élément, l'idée clé est d'élaborer des stratégies appuyées sur des méthodes alignées avec l'authenticité de chaque parent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il me reste 12 minutes. 12. Donc, je peux prendre une ou deux questions. Merci beaucoup, Daniela, pour la conscience de soi, l'attitude parentale, l'environnement, les stratégies. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ton partage, c'est combien, si on essaye de modifier l'environnement sans essayer de travailler sur soi, on ne va pas vite arriver. Si on essaye finalement de travailler sur soi, mais on ne modifie pas l'environnement, ça ne fonctionnera pas non plus. Et que les méthodes, on doit les approprier à qui on est. Et puis ça fait un lien avec ce que Madame Garrett disait tout à l'heure ce matin, que rarement on a vu un parent qui néglige de manière intentionnelle. Il pense bien faire, il pense être au maximum de ses compétences, et pourtant il n'est pas adapté, il est négligent. Je te remercie beaucoup pour ta présentation. On va prendre quelques questions et après on va faire la... Merci encore. De mon côté, j'ai dû concilier le désir d'être très impliquée dans le développement de mes enfants avec le désir de réaliser ce qui me tient à cœur à niveau professionnel. Donc, c'était vraiment pas simple.